Mais d'abord, donc, l'actualité politique, c'est le baromètre Odoxa, mois après mois, avec notre partenaire. On va analyser et on analyse les grandes tendances de cette campagne présidentielle. Les premières leçons d'octobre avec Jérôme Ravier, tout de suite. Si elle a relancé sa campagne ce week-end à Lille, entourée de ténors du PS et de son équipe de France des maires, Anne Hidalgo devra faire bien plus pour devenir présidente de la République. En cause, une image plutôt dégradée dans l'opinion publique, comme le révèle notre baromètre Odoxa. La maire de Paris n'occupe en effet que la 17e place du classement, suscitant seulement 18% de soutien ou de sympathie chez les personnes interrogées. À la question de savoir si elle est une bonne candidate pour le Parti socialiste, seuls 25% des sondés répondent oui, et même chez les sympathisants de gauche, elle ne dépasse pas les 50%. Mais pour ses soutiens, elle ne doit pas pour autant changer. Non, il faut qu'elle reste elle-même, femme déterminée, courageuse, qui a une force de conviction. On l'a vu dans sa gestion à Paris. Mais dans sa lutte pour le leadership à gauche, Anne Hidalgo peine à décoller, notamment face à Yannick Jadot, qui lui est largement préféré en cas de choix à faire entre les deux représentants, se revendiquant de gauche et de l'écologie. Mais du côté de sa garde rapprochée, on est persuadé que son expérience fera la différence. Je crois que la dimension présidentielle d'Anne Hidalgo, du fait d'ailleurs de son parcours politique, d'être maire de Paris, d'avoir une grande connaissance de l'international, d'avoir gagné les Jeux Olympiques pour Paris et pour la France, tout cela ne fait pas de doute. Le défi s'annonce compliqué pour la candidate socialiste qui, sur la totalité des qualificatifs testés, n'obtient pas la moyenne. Mais la candidate et ses équipes ne cessent de le répéter. La campagne ne fait que commencer et la maire de Paris compte aller jusqu'au bout. 40 minutes pour ce premier débat avec beaucoup de thèmes, donc je ne perds pas de temps. Je vous présente mes invités. Gaël Slimane, bonsoir Gaël, le président de l'Institut de sondage Odoxa, notre partenaire donc dans cette campagne présidentielle. Alexia Germont, bonsoir, vous êtes avocate, présidente et fondatrice du think tank France Audacieuse. Pascal Perrineau, bonsoir, politologue, bonsoir. Professeur à Sciences Po. Et Guillaume Darey, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission, éditorialiste politique. Merci à France Télévisions, à France 2 de vous prêter pour quelques soirs. Vous serez là ce soir et la semaine prochaine également. On commence avec Anne Hidalgo, puisque c'était le choix que nous avions fait, la gauche, le focus juste après sa désignation officielle par le Parti socialiste. Les Français sont quand même sévères avec elle. On vient de voir les qualificatifs. On va les revoir s'afficher pendant que vous les commentez. Il y a voilà, la confiance, la sincérité, la proximité, femme d'État. Enfin, c'est très, très négatif. C'est surtout que, comme c'était dit dans votre sujet, on appelle ça des cribles. On en réalise souvent en institut. On en fait particulièrement à Odoxa depuis ces dernières années. Cribles sur Sarkozy, sur François Hollande, sur toutes les personnalités politiques. C'est-à-dire que vous avez la question d'opinion, vous avez cette fois-ci cette question de savoir si c'est une bonne candidate pour son parti. Et puis on regarde l'image détaillée. Et ce qui arrive très souvent, c'est qu'on prête aux hommes politiques des qualités et des défauts. Nicolas Sarkozy, au plus fort de son impopularité, bénéficiait tout de même de certains éléments dans son crible d'image qui étaient des éléments positifs, sur le dynamisme, sur un sentiment de compétence qui lui était relativement prêté. Dans le cas d'Anne Hidalgo, c'est ce qui est le plus étonnant, c'est de n'avoir, surtout pour une personnalité qui n'est pas une personnalité comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour, très saillante, on va dire, politiquement, de n'avoir aucune qualité à lui être prêtée. Alors, dans le détail, la qualité qui lui est le plus prêtée, c'est dynamique, mais on est à 42% contre 57% qui disent non, elle n'est pas du tout dynamique. Sympathique, 63% réfutent cette qualité. Ayant de l'autorité, ce qui est important quand on brigue une candidature, enfin quand on se présente à l'élection présidentielle, 64% disent qu'elle ne l'est pas. Et puis sur des items comme la compétence, le fait d'être une femme d'État, on est là aussi à 6 à 7 personnes sur 10 qui disent non. Et même sur des éléments plus personnels, la proximité avec les gens, le fait d'inspirer confiance, le sentiment de sincérité, on est en gros sur près des 3/4 des Français, là c'est l'ensemble des Français qui a été interrogé, qui nous disent elle n'a pas ces qualités-là. C'est vraiment très rare et surtout, elle partait de très bas, Anne Hidalgo, et donc on pouvait penser qu'elle pourrait difficilement baisser. Parce que les tendances ne sont pas bonnes. Voilà, on avait testé tous ces items sur elle au mois de janvier dernier et on était très très bas. Et donc, là, elle lance sa campagne. Normalement, on va gagner 5 points, 6 points. Et puis, quand on part de très bas, 10 points peut-être. Là, sur tous les items, on a des baisses de 7 à 12 points. C'est-à-dire qu'elle n'a pas gagné à se faire connaître. Et moi, ça m'inspire une réflexion. C'est que quand on avait regardé, on avait réalisé un certain nombre d'enquêtes
au moment des municipales à Paris, avant son élection, on avait déjà observé des grosses fragilités en termes de popularité globale et détaillée, y compris auprès des Parisiens. Et donc on avait des strates interrogées, un gros échantillon de 1000 Parisiens, des habitants de la région Île-de-France, qui sont concernés par ce qui se passe à Paris, et puis l'ensemble des Français. Eh bien, elle était, pour les 2/3, impopulaire auprès des Parisiens, et en même temps, dans les intentions de vote, eh bien, ils annonçaient qu'ils voteraient pour elle, parce qu'ils estimaient que l'offre politique alternative n'était pas satisfaisante. Mais même à Paris, il faut bien comprendre que son élection ne correspondait pas à un souhait des Parisiens, mais plutôt par une offre politique qui leur a semblé insuffisante ailleurs. Et donc, c'est la première fois, y compris pour Benoît Hamon, qui a fini à un peu plus de 6%, ce qui était un accident industriel pour le PS, c'est la toute première fois qu'un candidat socialiste démarre une campagne en partant de si bas. Et ça pose évidemment la question de son avenir dans cette campagne. On verra comment vous l'avez comparé à Yannick Jadot dans un instant. Alexia Germons, le constat il est vraiment sévère. Le principal boulet, est-ce que ça reste quand même son ancrage parisien pour vous ? Je crois qu'il y a deux choses à dire là-dessus. Le premier élément, c'est que à Paris, elle est apparue quand même comme une gouvernance, avec une gouvernance extrêmement dogmatique, très clivante d'ailleurs, et c'est curieux d'ailleurs les résultats en matière d'autorité, parce qu'on aurait pu penser qu'un clivage politique aussi fort aurait au moins eu le mérite de la créditer d'une certaine autorité, voire d'un certain autoritarisme, mais apparemment ce n'est pas le cas aux yeux des Français. Et donc je crois que le premier point qui est à regarder avec attention, c'est que finalement vous avez une façon extrêmement clivante et avec des accords politiques au niveau parisien qui ne se retrouvent pas dans le spectre national. Et donc pour les électeurs potentiels, c'est perturbant parce qu'on se demande de cette façon-là où se trouve-t-elle sur l'échiquier politique, puisqu'on voit bien que là, au niveau national, elle réendosse des thématiques socialistes, avec plus ou moins de bonheur dans la façon dont elle décline les propositions, c'est encore un autre sujet. Mais au moins, et plus ou moins de cohérence, voilà. Mais au moins, elle est sur une ligne très socialiste, alors qu'au niveau parisien, elle est créditée d'un ancrage beaucoup plus écologiste. Je rajoute que on voit bien que la notoriété au niveau parisien ne fait pas une notoriété nationale. Et je rajoute également, puisque c'était dans votre sujet, on parlait de stature à l'international qui pourrait éventuellement la créditer de femme d'État. Mais en réalité, on sait très bien que quand elle est très connue à l'étranger, avec plutôt une cote de popularité très satisfaisante aux yeux des étrangers. Et pourtant, ce n'est pas un élément qui est à prendre en compte dans les éléments positifs aux yeux des concitoyens. Si je puis me permettre un élément, oui. On entend beaucoup au PS des gens dire « oui, mais c'est parce qu'elle n'est pas connue ». Et alors là, je suis sidéré. C'est-à-dire que vous avez... même la maire de Paris. C'est la maire de Paris. Et on a beaucoup d'indicateurs dans les enquêtes depuis des années qui montrent que s'il y a bien une qualité qu'elle a aux yeux de l'opinion, c'est qu'elle est connue. Ce qui rend la tâche plus compliquée. Parce que quand vous êtes Yannick Jadot, par exemple, et que tout le monde ne vous connaît pas ou pas bien, vous pouvez espérer marquer des points en vous faisant connaître. Lorsque vous avez à peu près tout le monde qui vous connaît et qui a une opinion sur vous, même si elle n'est pas forcément très construite ou très solide, c'est très compliqué de renverser la vapeur. Parce que ça veut dire qu'il faut convaincre des gens qui ne vous aiment pas qu'il y a des raisons de vous apprécier. Ouais. Alors justement, dans le comparatif avec Yannick Jadot, vous l'avez testé également, le candidat Europe Écologie Les Verts est devant à 55% contre 39% pour la candidate PS. La question c'est vraiment, préférez-vous l'un ou l'autre, l'une ou l'autre? Et le duel il s'équilibre, 48 pour Yannick Jadot, 47 pour Anne Hidalgo. Chez les sympathisants de gauche, Pascal Perrineau, alors ça c'est une question, c'est une petite musique journalistique peut-être, mais derrière tout ce qu'on entend là, il y a la question d'un éventuel renoncement, retrait de la candidate du Parti socialiste. Alors elle vient d'être désignée, c'est un peu violent de se poser la question. C'est très dur pour elle. D'ailleurs, elle a déjà répondu à la question en disant qu'elle irait jusqu'au bout. Oui. Donc, mais enfin, vous savez, la notion même de j'irai jusqu'au bout peut être révisée à l'avenir s'il y avait un véritable effondrement. C'est déjà objectivement un effondrement.
mais si elle allait en dessous du niveau. Le record historique de faiblesse du socialisme dans une présidentielle, c'est Gaston Defferre, en 1969, 5%, un peu plus de 5% des suffrages exprimés. C'est moins de Benoît Hamon. Donc. Voilà. On a beaucoup parlé de Benoît Hamon. Vous pensez que c'était Benoît Hamon? Ah non, c'est Gaston Defferre. Donc là, elle est à 4. Donc la descente aux enfers est commencée. Si elle descend dans les enfers du 3% ou 2%, ça sera une telle humiliation que peut-être que ses camarades lui suggéreront gentiment de la débarquer. Hein, le problème est posé. Mais je crois qu'au-delà du problème d'Hidalgo, il y a le problème du socialisme en France aujourd'hui. Ah, vous dites que c'est presque un rejet du Parti socialiste bien sûr, aussi à travers ce Parti socialiste, on le voit depuis qu'il a été rayé de la carte au second tour en 2017, et c'était pas la première fois dans l'histoire des présidentielles françaises, mais là de manière claire, on lui montrait la porte de sortie, n'a pas su réexister. Il n'a pas su réexister en tant qu'organisation, il n'a pas su réexister en tant que leadership, et il n'a pas su réexister en termes d'invention politique. Qu'est-ce que c'est que le socialisme démocratique français au XXIe siècle? On n'a pas de réponse. On a des mesures extrêmement bizarres, doubler le salaire des enseignants. Bon, pour moi, ça serait très confortable, en effet, bien qu'on ne parle pas des enseignants du supérieur, mais enfin voilà. Mais ensuite, les 16-18 ans, vous voyez, tout ça, ce sont des mesures chocs. Ça n'est pas... de se faire élire. Voilà. Hein, et ça n'est pas exprimé dans une conception d'une réponse du socialisme démocratique au problème de la société française aujourd'hui. Et donc c'est aussi cela, à mon avis, la faiblesse d'Anne Hidalgo. Guillaume Darret. Moi, ce qui me marque, Thomas, c'est quand même qu'Anne Hidalgo, son principal défi qu'elle n'a pas réussi pour l'instant à relever, c'est de faire revenir à elle une partie des électeurs de gauche de gouvernement qui sont en totale déshérence depuis 2017. Il y a quand même une partie des électeurs de gauche français qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron parce qu'ils le trouvent trop libéral et qui disent jamais on ira chez Jean-Luc Mélenchon. Donc ces électeurs-là, ils sont en attente d'une candidate socialiste. Mais alors ils vont plutôt c'est peut-être chez Yannick Jadot. Et c'est ça, c'est que l'échec aujourd'hui d'Anne Hidalgo, c'est que ces électeurs-là qui disaient moi je recherche un candidat socialiste, quand vous leur posez la question, effectivement, c'est ce que dit également votre sondage, eh bien finalement ils s'intéressent davantage à Yannick Jadot qu'à Anne Hidalgo. Et c'est vrai que derrière l'effondrement, le risque c'est l'effacement du Parti socialiste, puisque sur cette ligne-là d'une gauche de gouvernement où le Parti socialiste était à peu près seul à gauche, les écologistes ils étaient vus comme un parti de contestation. Aujourd'hui, Yannick Jadot est en train d'imposer assez clairement une candidature alternative. Un dernier mot là-dessus. Oui, pour le bon équilibre de notre démocratie, on a vraiment besoin d'une social-démocratie avec un programme, avec des idées fortes et qui puisse être offert finalement aux concitoyens pour leur choix. Alors, mais ce vote, il existe encore, pardon de vous interrompre, il existe encore localement sur des élections. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas trop rapidement non plus rayer de la carte le socialisme, puisqu'on voit bien qu'à droite, comme à gauche, c'est finalement le maillage territorial local qui montre qu'il y a encore une vivacité de ces partis politiques. Bon, il reste quand même qu'on connaît tous la résilience particulière d'Anne Hidalgo, et c'est vrai que même si à Paris, quand vous rencontrez les Parisiens, il n'y en a pas un qui a voté pour elle, cela dit, elle a quand même été élue. Oui. Donc, il faut aussi mettre cela en perspective avec la capacité d'absorption d'une campagne électorale longue et lourde à venir devant elle. Alors, il y a beaucoup d'autres enseignements dans ce baromètre. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on va essayer tous les mois comme ça de mettre de la perspective aux différentes personnalités que l'on teste. On va passer au duo exécutif avec un président de la République, Emmanuel Macron, qui est à 40% de popularité avec une baisse de 2 points, et un Premier ministre, Jean Castex, à 37% avec moins 3 points. Je vous propose, tiens, pour lancer cette séquence, donc ça c'était Emmanuel Macron, on va voir Jean Castex tout de suite. Si vous voulez bien me suivre en régie, je ne sais pas si vous avez eu le temps de nous donner celui du Premier ministre. Je vous fais confiance, ça viendra. On va écouter Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, parce que évidemment la grande question, c'est la question de l'entrée en campagne du président de la République. Écoutez Gabriel Attal. Le jour où Emmanuel Macron est candidat, s'il est candidat, et le jour où on sera en campagne, je peux vous dire que ça s'entendra et ça se verra. Et que je serai là sur votre plateau en train de parler de la campagne, de ce qu'on proposera. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, je vais vous dire, les Français, je n'ai pas le sentiment qu'ils soient aujourd'hui totalement focalisés sur l'élection présidentielle. Ils se posent plutôt des questions sur leur quotidien, ils se posent plutôt des questions sur la gestion de l'épidémie. Naïfs, mais
peut allier déplacement et puis continuer évidemment à présider le pays et allier une campagne. Il faut surtout continuer à agir. Encore une fois, on sort d'une crise historique. Ça serait une faute de notre part de dire on va arrêter d'agir, on va lever le crayon pour se consacrer à l'élection présidentielle. Les Français, ils attendent de nous qu'on réponde à leurs problèmes. Guillaume, quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron dans cette campagne présidentielle? Alors vous avez entendu Thomas, le mot campagne, c'est quasiment tabou. C'est un mot officiellement à bannir dans l'entourage d'Emmanuel Macron, en tout cas de l'Élysée. On peut quand même parler d'une pré-campagne. Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'effectivement, cette stratégie d'Emmanuel Macron, elle est en 3 points. Premier élément, c'est défendre son bilan. C'est ce que lui permet par exemple le type de déplacement qu'il a fait hier dans la Loire. Plus de 2h30, quasiment 3 heures de bain de foule dans les rues de Montbrison, cette sous-préfecture de la Loire, où il défend pied à pied son bilan, il échange avec tous les habitants, aussi bien de questions extrêmement locales que de questions nationales. La deuxième étape, c'est de se projeter dans l'avenir, vers l'avenir. C'est très clairement ce qu'il fait, notamment avec France 2030. Là, c'était l'économie, l'industrie, tous les sujets vont y passer. Il y a l'environnement, il y aura également la sécurité, il y a eu Marseille. L'idée, c'est finalement qu'un second mandat apparaisse finalement comme une évidence, un lien entre les deux mandats qui se fasse automatiquement. Et ça, c'est clairement une façon d'instiller ça dans l'esprit des Français. Et on voit très clairement que cette idée, c'est de donner finalement à l'élection présidentielle des airs d'une élection de mi-mandat, rien de plus. Et puis le troisième point, on va le voir dès la fin de cette semaine, c'est d'user la stature internationale qu'a le chef de l'État, sa position internationale pour se valoriser par rapport évidemment à ses rivaux. Ça commencera dès la fin de la semaine au G20 de Rome, ensuite il y a la COP26 en Écosse et puis il y aura évidemment la présidence française de l'Union européenne. Et je vais vous poser une question qu'on va beaucoup se poser, quand va-t-il se déclarer? Alors là, il faut être extrêmement lucide, personne ne le sait, peut-être même pas lui, probablement. Il a passé une seule consigne à ses proches, dégagez-moi la piste pour que je sois prêt à y aller quand je souhaiterais le faire. C'est donc ce que fait La République En Marche, qui va lancer une nouvelle marche ce week-end pour prendre le pouls des Français sur ce qui a été fait pendant 5 ans et ce qui doit être fait dans les 5 ans à venir. C'est le cas aussi des ministres qui, chacun dans son secteur, ont décidé finalement de répondre aux rivaux potentiels d'Emmanuel Macron, savoir s'il faut partir très tôt ou très tard. De toute façon, c'est le dilemme permanent des présidents sortants. Et justement, si on jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur, qu'ont fait ses prédécesseurs? Nicolas Sarkozy, 15 février 2012, à tout juste 2 mois du premier tour, il se déclare. Jacques Chirac, 11 février 2001, rappelez-vous, avec Magéry José Roig, la maire d'Avignon. Est-ce que vous êtes candidat, Jacques Chirac? Oui, je suis candidat. Un échange qui n'avait pas l'air extrêmement spontané, ça avait été préparé avant, mais on s'en souvient bien. En 1988, François Mitterrand, lui, il va attendre tout juste le dernier mois pour l'emporter haut la main. Et puis le plus précoce, finalement, c'était probablement François Hollande, puisque c'était dès le mois de décembre, mais cette fois-ci, c'était pas pour se présenter, mais pour renoncer. Évidemment, François Hollande, pour ne pas y aller. Jacques Chirac, c'était le 11 février 2002, évidemment. Cette question du calendrier, on l'a déjà évoquée il y a un mois sur votre précédent baromètre, donc je ne voudrais pas qu'on se répète. En revanche, il y a quelque chose, Gaël Slimane, que je trouve vraiment intéressant. Si on rentre un peu dans le détail de l'analyse de la popularité du président de la République, il progresse au niveau des sympathisants socialistes et Europe Écologie Les Verts. Il est à plus 7 à 46% chez les sympathisants PS, plus 7 également à 41% chez Europe Écologie Les Verts. Oui, c'est pas très surprenant, ça? Non, c'est surtout que c'est un rattrapage. Parce que on suit la course de petits chevaux mois le mois, mais si on prend un peu de recul par rapport aux chiffres et qu'on regarde comment il se situe, globalement, il est dans une posture, il perd des points. On est en pleine problématique pouvoir d'achat, priorité majeure des Français, et on a réalisé le terrain d'enquête juste avant les annonces qui ont été faites par le Premier ministre Jean Castex. Donc c'est juste avant le chèque inflation. Voilà, ou dans cette période-là. Donc voilà, il y a une notion qui a été prise en compte par l'exécutif, le président et le Premier ministre, d'une certaine colère qui commençait, d'une certaine crainte qui commençait à monter. Mais c'est pas mal d'être autour de 40% de popularité pour un président. Et c'est pas mal, pour répondre à votre question, d'avoir finalement, entre 40 et 45% d'opinion positive chez ceux qui vous considèrent comme un traître et comme un président de droite et un président des riches, les sympathisants socialistes et les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts, qui finalement, avec 41 à 46% de bonnes opinions en ce moment, se situe, de personnes pensant que c'est un bon président, se situe à un niveau qui n'est pas mauvais, et sachant qu'à droite, c'est la même chose. Auprès des sympathisants LR, il est aussi à 46%. Alors, on parlait d'Anne Hidalgo tout à l'heure, où est l'œuf, où est la poule? Si Emmanuel Macron parvient à s'en sortir aussi bien, ou si peu mal, auprès des sympathisants de gauche et auprès des sympathisants de la droite de gouvernement, c'est peut-être aussi qu'il n'y a personne qui enchante réellement les électeurs LR qui voient
le mano à mano ou les bras de fer entre Pécresse, Bertrand et Barnier se profiler sans grand enthousiasme. Les électeurs de gauche dont on parlait, ils existent, ils ne sont pas morts, ils n'ont pas disparu, y compris en dehors des municipales, parce que c'est un scrutin un peu particulier. Ils existent, mais ils ne trouvent pas de parti, de personnalité capable de porter leurs idées. Pascal Perrineau disait tout à l'heure, effectivement, au-delà du cas Anne Hidalgo, c'est quoi être de gauche, c'est quoi être socialiste aujourd'hui? Quel projet on propose aux Français en dehors de sujets qui semblent souvent aux personnes que nous interrogeons un petit peu anecdotiques sur les postures notamment sociétales des partis de gauche. Et donc la chance d'Emmanuel Macron, ou son talent, ou les deux, c'est cette situation-là, de désert, de vide sidéral, à gauche et à droite, en tout cas c'est perçu comme ça, et donc il ne suscite pas un immense enthousiasme chez cet électorat-là, mais les gens se disent, finalement, pourquoi pas lui? Et il est dans une bien meilleure posture aujourd'hui, alors ça ne préjuge pas de l'avenir, mais aujourd'hui, on est à combien? 6 mois, 7 mois moins que ça, hein. Du premier tour, moins que ça. 6 mois. Ouais. Voilà, à 6 mois de l'élection présidentielle, de sa potentielle réélection, on a 4 personnes sur 10 qui disent finalement c'est un bon président. Oui. Ses prédécesseurs n'avaient pas cette histoire-là. Oui, c'est ce que j'allais vous demander à François Hollande, c'était moitié moins. Voilà. François Hollande, c'était 18% dans notre baromètre. Alexia Germont, c'est vrai que si on analyse un peu ce qu'était la situation d'un François Hollande, d'un Nicolas Sarkozy, ils étaient beaucoup plus bas à 6 mois de la. Oui, ils étaient beaucoup plus bas. Il est clair que le président part avec un socle de confiance pour entamer ces 6 derniers mois qui est très nettement plus élevé. Je mettrais quand même un bémol ce sera intéressant de se donner rendez-vous dans un mois, parce qu'on a quand même démarré là une séquence avec la hausse de l'inflation, avec une façon de répondre, là je vais reprendre une casquette, assez critique, parce que sur France Audacieuse, nous sommes en train justement de travailler beaucoup, y compris sur des propositions pour travailler sur la compétitivité. En fait. Donc, analyse et proposition. Et quand on voit que le mouvement, y compris à droite, a été extrêmement bien perçu de venir en soutien, finalement, pendant la crise et en sortie de crise. Mais si à chaque fois qu'il y a des problématiques de pouvoir d'achat, c'est l'État qui se met en face, comme un garant en dernier ressort, comme un prêteur en dernier ressort, c'est problématique pour l'économie de notre pays. Et je crois, franchement, qu'il y aura un moment, parce que les demandes sont évidemment tout à fait légitime, mais je crois qu'on y répond mal. On y répond par un prisme de on ouvre les vannes, on continue d'ouvrir les vannes, alors qu'en réalité, il faudrait prendre le problème par le problème de la compétitivité, par des hausses de salaire qui sont des hausses pérennes. Et là, c'est un discours qui peut potentiellement, pour les électeurs de droite, résonner très profondément. J'en veux pour preuve quand vous avez eu le discours du lancement d'Édouard Philippe pour son parti Horizon. Il a commencé évidemment par les questions, d'ailleurs assez avec courage, je dois dire, sur les questions démographiques et migratoires, et après en revenant au deuxième point sur l'ordre dans la rue et l'ordre sur les comptes. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on a un problème réel. Maintenant, ça s'est acté dans le discours politique. Mais en revanche, sur les choix pour régler le sujet, là, on a plus de frilosité politique. Parce que vous noterez, je finis juste par ça, ça me paraît important. On parle toujours de l'axe accroître les impôts, baisser les dépenses publiques, mais on oublie que dans une formule mathématique, un ratio, il y a un numérateur et un dénominateur, et qu'on peut aussi avoir besoin d'accroître le PIB pour avoir un ratio qui soit plus satisfaisant. Donc je pense que ça, peut-être qu'on verra en novembre ce que ça donnera, mais si on est vraiment dans une séquence où la problématique du pouvoir d'achat, de l'inflation se maintient et n'est pas si temporaire que cela, on rentre dans la séquence hivernale, ça peut avoir un impact pour les électeurs de droite. Mais alors, la première réaction que j'ai eue quand j'ai entendu le Premier ministre annoncer le chèque inflation pour 38 millions de Français, ça a été de me dire, est-ce que Emmanuel Macron, Pascal Perrineau, je veux bien vous entendre là-dessus, ne prend pas le risque de se couper d'une partie de l'électorat de droite, justement, de son électorat de droite, qui se retrouve dans le discours de son ancien Premier ministre, d'une certaine façon, sur l'orthodoxie budgétaire. Tout à fait, parce qu'on sait que l'électorat de droite est beaucoup plus sensible à toutes ces thématiques, à la thématique également de la dette publique, contrairement à l'électorat de gauche. Là, il reste un clivage entre l'électorat de droite et l'électorat de gauche extrêmement fort sur cette problématique. Et donc, en effet, une partie de l'électorat de droite macronien
peut être troublée. Et c'est là que ça va se passer. Parce que, au fond, à gauche, la capacité de challenger, comme on dit aujourd'hui, Emmanuel Macron est faible et même très faible. En revanche, à droite, il y a une fenêtre d'opportunité pour le ou la candidate de droite qui tourne. Aucun candidat de gauche n'est à peu près au-dessus de 10%. Les candidats de droite sont aux alentours de 14-15%. Et il y aura certainement un effet le 4 décembre quand un ou une sera choisi dans les primaires fermées qu'organisent les Républicains. Et à ce moment-là, on le sait très bien, à l'Élysée, il y a une crainte. Il y a une crainte que le travail de reconquête des électeurs de droite, qui pour l'instant continuent à soutenir, sans plus de foi, mais à soutenir Emmanuel Macron, là, il y aura un travail de reconquête par Xavier Bertrand, par Valérie Pécresse ou par Michel Barnier. Et là, les choses peuvent changer, puisque le ticket d'entrée à un second tour, si le phénomène Zemmour se confirme, n'est plus qu'à 15-16%. Et donc, imaginons un Xavier Bertrand qui serait à un effet de 2 points, 16%, 17%, ça peut être le candidat de second tour. Et là, ça sera un candidat beaucoup plus périlleux pour le président de la République en place que Éric Zemmour ou que Marine Le Pen. Alors évidemment, on parlera d'Éric Zemmour parce qu'il y a toujours c'est pas vraiment un paradoxe, mais il y a toujours un côté popularité en hausse et détestation maintenue. Et c'est le premier au niveau de détestation. On rentrera dans le détail dans un instant. Mais effectivement, Pascal Perrineau, on va maintenant se concentrer un peu sur les candidats à l'investiture LR. Je demande à Steve Jourdain de nous rejoindre. Bonsoir Steve. Bienvenue. On va démarrer en se penchant en quelque sorte sur le phénomène Michel Barnier. Alors on entend souvent, c'est vrai que c'est un peu notre petite musique médiatique, ça qui peut créer la surprise à droite. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Tout dépend, Thomas, si les militants, les Républicains ont le même goût que les Français en général, s'ils ont le même goût que les sympathisants de droite, ou s'ils ont un goût qu'ils ne partagent avec personne d'autre, s'ils ont leur propre goût. Pas facile d'être sondeur aujourd'hui, évidemment. Ce que le baromètre Odoxa nous révèle aujourd'hui, c'est qu'Édouard Philippe reste le numéro 1 dans le cœur des sympathisants de droite, et donc pas chez les militants LR. Côté adhésion, 64% pour Édouard Philippe, il est imbattable. C'est ensuite que ça se complique. Xavier Bertrand séduit plus les Français dans leur ensemble que Valérie Pécresse et Michel Barnier. Mais Xavier Bertrand est dépassé par Valérie Pécresse chez les sympathisants de droite. Regardez, Michel Barnier, qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est une petite nouveauté. Michel Barnier est lui décroché chez ces mêmes sympathisants de droite. Il arrive à la sixième place avec seulement 47% d'adhésion. On disait Michel Barnier favori chez les Républicains. Eh bien, on voit, si l'on en croit en tout cas les sondages, que les sympathisants de droite, dans leur ensemble, eh bien, ne sont pas du même avis que les militants, les Républicains. Thomas. Alors justement, la base, les militants LR et Michel Barnier, ça donne quoi? Difficile de se faire une idée très précise, mais effectivement, c'est la petite musique qui revient souvent. Michel Barnier, champion des fédérations Les Républicains, des 101 fédérations Les Républicains. Michel Barnier qui serait donc, si on croit évidemment les bruits de couloir, intronisé le 4 décembre prochain lors du grand congrès du parti. Il a plusieurs avantages, Michel Barnier. Il en a un, surtout Thomas, pour la base militante. Il est toujours resté fidèle au parti, alors qu'on le sait, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont eux claqué la porte après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Autre avantage de Michel Barnier, une longue expérience du pouvoir, le soutien officieux de l'ancien président du parti, Laurent Wauquiez, ou encore une stature internationale après sa gestion du Brexit. Bref, c'est bien parti pour Michel Barnier, mais hors de question pour lui de prendre la grosse tête. Écoutez, c'était aujourd'hui au Sénat. Il venait rencontrer les sénateurs, les Républicains. Écoutez. Rien n'est joué dans une élection, et nous sommes dans une élection qui va être démocratiquement tranchée par les militants. Rien n'est joué jusqu'au moment de l'élection, et c'est pas les sondages qui vont décider, c'est pas les rumeurs. C'est un travail, en tout cas, moi je suis très touché de l'accueil que je reçois sur le terrain, dans beaucoup de fédérations, et je continuerai à faire ce travail de dialogue et de respect. Voilà, rien n'est joué, selon Michel Barnier. Du côté de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, on prend le phénomène Barnier très au sérieux, mais on reproche à Michel Barnier de ne toujours avoir aucun programme bien précis. Rendez-vous le 8 novembre, Thomas, pour le premier débat entre les candidats. Merci Steve pour cet éclairage. Pascal Perrineau, l'enjeu, c'est peut-être l'enjeu des adhésions. Là, on n'en a pas parlé dans la rubrique dans la chronique de Steve, mais c'est la course aux adhérents en ce moment. Bien sûr, c'est la course aux adhérents, parce que si on est sur les adhérents, j'allais dire, qui étaient là il y a encore un mois,
Le rapport de force, en effet, pour Michel Barnier, peut être un rapport favorable, parce que jouera le patriotisme de parti, il a toujours été des nôtres, alors que les autres sont allés voir ailleurs. Et donc maintenant, c'est ouvert, si vous voulez, une course aux adhésions, où les deux candidats qui ont quitté le parti, à savoir Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, doivent faire de l'adhésion, parce que ce sont les adhérents. Pas les militants, les adhérents vont voter. Et ces adhérents, ils n'ont pas tout à fait les logiques des sympathisants. C'est vrai que dans les sondages, on saisit les sympathisants, c'est-à-dire ceux qui se déclarent plus ou moins proches des Républicains. Mais vous voyez que c'est très différent de se déclarer plus ou moins proche des Républicains et d'avoir la carte. Donc, il s'agit maintenant de faire... C'est la différence entre une primaire ouverte et un congrès. Tout à fait, voilà. Et il s'agit de faire prendre la carte. Alors, on ne sait pas très bien où ils en sont. Certains parlent déjà d'effectifs qui auraient grossi de plus de 10 000 adhérents. Ah, on était au moins avec plus de 15 000 la semaine, plus de 15 000 la semaine dernière. Voilà, 15 000 en 3 semaines. Donc 15 000. Non, on était à 95 000 en milieu de semaine dernière. Donc l'objectif modeste de Christian Jacob, c'est 100 000, et officieusement, il espère être à 110 000. Mais vous voyez que là... Il faudrait dépasser le nombre de votants le départ, c'est 80 000. Symboliquement, c'était 120 000. C'est 80 000, puis il faudra se poser ensuite les problèmes de la participation. Qui va participer Quelle leçon d'octobre vous tirez pour le parti LR, au-delà des chiffres qui ont été donnés par Steve à l'instant? Alors, d'abord, un élément juste chiffré pour rebondir, et l'exposé de Steve était très bien fait. Pour situer les choses, on a plusieurs millions de Français qui sont des sympathisants LR. Plusieurs millions. Et on aura 100 000 votants. Donc, inutile de vous dire qu'on est en plein brouillard. Quand Steve me disait difficile de sonder, bah non, en fait, on sonde pas. On n'a absolument aucune idée, en tant qu'institut de sondage, c'est bien de le dire, absolument aucune idée de ce que pense le corps électoral. On ne peut pas sonder ceux qui vont voter, les adhérents, c'est pas possible ça. Ah si, ce serait possible avec accès aux fichiers. Voilà. Ce serait possible avec l'accord du parti, des organisateurs. Ce serait très facile. Alors là, ça avait été un temps d'ailleurs envisagé dans les modes de désignation aussi qu'il y ait une sorte de sondage qui puisse éventuellement venir à l'appui. Et en tout cas, ce serait extrêmement facile d'interroger, mais avec l'appui et pas par nous-mêmes. Sinon, on pourrait toujours, mais c'est chercher une aiguille dans une meule de foin parce qu'on serait sur un micro-pourcentage de la population. On sait faire, ce serait extrêmement compliqué. Il faudrait des moyens colossaux et le parti ne les fait pas. Je ne sais pas. Public Sénat, s'il me commande un sondage là-dessus, ce serait peut-être un petit peu... Je vais en parler à Christopher Baldelli en sortant à mon avis, ce sera compliqué. Oui. Et donc, ce que ça m'inspire, c'est que le match auprès des sympathisants n'est pas joué entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Pendant un bon moment, derrière Édouard Philippe, derrière Nicolas Sarkozy, on voyait un avantage très net de Xavier Bertrand sur Valérie Pécresse. Là, elle a pris 8 points auprès des sympathisants. Alors après, il ne faut pas surinterpréter parce qu'on a des marges d'erreur statistiques. Donc, globalement, ils sont au coude à 63-60 en termes de code d'adhésion. Effectivement, Michel Barnier est moins connu encore, donc il est un peu décroché. Pour autant, dans les partis de gouvernement, ce qui se passe souvent, c'est que les électeurs ont tendance, à tort à mon avis, mais à regarder les sondages et à se dire, non seulement auprès des sympathisants, mais auprès des Français, et à se dire, entre deux candidats qui me plaisent à peu près autant, puisque c'est le même parti. On va voter efficace. Votons efficace et faisons un vote utile. Si ça joue, ça jouera plutôt pour Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse que pour Michel Barnier. Mais j'ai quand même le sentiment, moi Thomas, que quel que soit le candidat, finalement, le problème de la droite aujourd'hui, peut-être Gaël va aller dans mon sens, c'est pas tant un problème de personnalité qu'un problème d'identité, parce que finalement, le sympathisant ou même le militant ou l'adhérent des Républicains aujourd'hui, est-ce qu'il sait ce que serait une présidence demain d'un candidat républicain élu à l'Élysée? Que pense la droite en matière d'écologie, en matière de sécurité, en matière d'immigration, très précisément? Tant qu'il y a ce brouillard-là, moi je pense que pour les militants, les adhérents et les sympathisants de droite, eh bien, ce sera compliqué. Et ce sera donc compliqué pour le candidat de droite de ramener à lui cette partie des électeurs de droite et de centre-droit qui ont été séduits par Emmanuel Macron et qui ont vu en lui... Rappelez-vous, François Copé, le bon mot qu'il avait eu, il avait dit Emmanuel Macron, c'est le président de droite qu'on n'avait pas vu venir. Il nous reste 5 minutes et je voudrais qu'on parle quand même d'Éric Zemmour, même si beaucoup d'autres le font tellement plus souvent que nous. C'est pas grave si on en parle moins, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, quand même, c'est intéressant parce que dans ce brouillard dont vous parlez, Éric Zemmour, j'ai un peu l'impression que c'est le candidat fantôme du Congrès LR. Est-ce que vous diriez ça ?
Oui, en tout cas, il vient dynamiter les repères traditionnels, y compris pour la famille de droite. Je pense que très clairement, soyons équitables dans le raisonnement, on disait attendons de voir Hidalgo se lancer en campagne, attendons de voir également le démarrage à partir du 4 décembre. Une réflexion quand même, c'est qu'on voit bien qu'en matière politique, ce qui compte en bout de course, c'est aussi combien de divisions chacun. Pour les uns et pour les autres, qu'à partir du moment où il y aura un seul, je pense que ou une seule, les Français jugeront également leur capacité de rassemblement, tous derrière. Il y a là aussi un virage extrêmement compliqué à aborder pour les Républicains, parce qu'avec un Éric Zemmour qui vient fracturer, pour le coup, sur les idées, où on voit très bien que la famille politique se retrouve écartelée entre certains pour qui ce ne serait absolument pas un sujet de voter Éric Zemmour, et pour d'autres qui finalement se sentiraient très bien du côté d'Édouard Philippe, pour parler clair. Et donc la difficulté va être pour le candidat plus classique au milieu de cela, d'exister, sachant que pour la présidentielle, à aujourd'hui, Édouard Philippe n'étant pas là, il n'y a pas d'autre recours. En revanche, on voit bien que très vite, comme pour les législatives, se reposera la question puisqu'il y aura un parti. Donc vous voyez que la fragilité finalement de se projeter dans l'avenir, elle est à la fois sur les présidentielles et sur les législatives qui viennent immédiatement. Et Thomas, en un mot, ça a fait l'objet d'une âpre discussion ce matin lors d'une réunion entre les cadres des Républicains au siège du parti. Quelle stratégie adopter face à Éric Zemmour ? Il y a une ligne, en gros la ligne Michel Tabarot, Éric Ciotti, qui dit qu'il ne faut pas lui cogner dessus parce que ça peut être nos électeurs. Et une autre ligne, notamment Jean-François Copé, Rachida Dati, qui dit au contraire, il faut y aller, sinon il va venir manger chez nous. Et on voit que c'est évidemment ce qui est compliqué actuellement pour les cadres du parti. Et ce qui est intéressant, pardon, je vais vous donner la parole Pascal, mais c'est le mot qui me revient quand on fait les leçons d'octobre pour Éric Zemmour, c'est polarisation. C'est vraiment ça qui ressort. C'est polarisation, et comme il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur les médias, les sondeurs fabriquent une bulle qui favorise Éric Zemmour. Les sondages sont les amis d'Éric Zemmour. Il faut quand même voir toutes les données. Vous avez encore ce mois-ci, c'est la star du baromètre politique. C'est celui qui progresse le plus. En cote d'adhésion, il gagne 4 points. Mais enfin, vous avez 23% des Français qui disent qu'ils sont proches de lui, qu'ils ont de la sympathie pour lui. Vous avez 57% d'entre eux qui expriment du rejet. C'est le mot le plus fort que l'on teste en sondage. Ça ressemble à de la détestation profonde. Il pulvérise les records de détestation. Il est le numéro 1 du rejet en France aujourd'hui. Et ça, les sondages le disent aussi. Et donc, vous avez raison de dire que c'est de la polarisation, Éric Zemmour. À chaque fois qu'il y a un événement médiatisé sur Éric Zemmour, il faut bien penser que ça va peut-être séduire une partie des lecteurs un peu radicalisés, qui votaient Front National, Rassemblement National, ou qui étaient des électeurs très durs de l'ex-RPR et de LR. Mais à chaque fois que ça aura cet effet-là, il y aura 3 fois plus de gens qui vont être ulcérés de ce positionnement-là. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et sur les réseaux sociaux d'Enso Consulting, qui mesurent la part de voix, en quelque sorte, l'exposition... Combien de fois on parle, on prononce le nom d'un candidat. Et s'il y a de l'adhésion ou pas, s'il y a nous disent qu'il est le numéro 1 aujourd'hui devant Emmanuel Macron qui est président. Donc normalement, c'est pas possible de passer devant le président parce que structurellement, en tant que président, ce qu'il fait suscite beaucoup de commentaires. Il est passé devant Emmanuel Macron en visibilité sur les réseaux sociaux, sauf que dans les 2 tiers des cas, nous dit Densou, c'est pour le critiquer. Et donc ça, c'est important de le dire. Allez, un mot de conclusion sur le thème. Oui, je crois que sur Éric Zemmour et la droite, j'ai envie de dire 2 choses. D'abord, le fait que quand vous regardez objectivement, à qui la dynamique réelle d'Éric Zemmour, en dehors des sondages, les sondages ne sont qu'un instrument de mesure, il a pris avant tout à Marine Le Pen, beaucoup plus qu'au candidat de droite. Il prend beaucoup plus de points à Marine Le Pen. C'est le principal artisan de la déstructuration de Marine Le Pen. Et puis, le deuxième élément, c'est que je crois que les électeurs LR ou proches de LR, les électeurs de la droite et du centre, ils ont envie que la droite et le centre reviennent au pouvoir. Vraiment. Et ils savent très bien, même s'ils se sentent proches de telle ou telle idée de Zemmour, ils savent très bien que ce n'est pas avec Éric Zemmour qu'ils reviendront au pouvoir. Merci beaucoup, merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. Rendez-vous dans un mois, Gaël, pour le prochain baromètre Doxa. Évidemment, on passe